Je m'appelle Pierre et j'ai décidé de parcourir l'histoire à la recherche de passionnés, d'historiens, de spécialistes et d'archéologues du monde entier pour mieux comprendre ce qui a constitué notre histoire commune. Au travers de reconstitutions, de visites guidées de musées, d'interviews et en utilisant la technologie du XXIe siècle, j'offre aux téléspectateurs un nouveau regard sur l'histoire vivante et notre passé. Vive la garde impériale! Bienvenue dans les capsules de l'histoire. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Capsules de l'Histoire. Aujourd'hui nous sommes sur un lieu historique assez important du Nord-Pas-de-Calais qui est la Coupole. Aujourd'hui je suis en compagnie de Monsieur Thierry, historien du lieu. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour. Pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors je suis historien, j'ai un doctorat en histoire et depuis 2004 je suis historien à la Coupole, c'est-à-dire que je m'occupe des projets de recherche, de développement sur les différentes thématiques qu'on peut aborder sur ce site liées à la Seconde Guerre mondiale. On travaille avec une équipe et puis aussi avec des gens qui développent le côté science, donc on travaille tous en équipe, aussi une équipe pédagogique évidemment, c'est un site qui reçoit près de 30 000 scolaires, on a évidemment une mission de transmission, de pédagogie, donc c'est un site évidemment intéressant et très dynamique. Ouais. En quoi ce lieu est-il si spécial et qu'allons-nous découvrir dans un instant au sein de cette coupole? Alors c'est un site, je dirais, unique au monde parce que c'est à la fois un monument historique unique, hein, un bunker souterrain qui était destiné à tirer ces fusées V2, et puis c'est le lieu qui a été choisi dans les années 90 pour installer un centre d'histoire et de mémoire dans lequel on développerait, on expliquerait toute cette question, toute cette tragédie qui a été la Seconde Guerre mondiale et ses effets sur les générations suivantes. Mais c'est surtout un site dans lequel l'histoire et la science sont toujours à la croisée. On explique évidemment les développements de ces fusées, l'histoire de la conquête spatiale et l'histoire du fonctionnement du système solaire, notamment grâce à un planétarium 3D hein, qui a été complètement rénové ici, qui est moderne, qui est le plus moderne au monde aujourd'hui, qui vient de réouvrir et qui permet voilà, de nous emmener encore plus loin dans cette histoire, dans l'histoire de l'espace et toutes ces questions particulièrement intéressantes. Ensemble, on va marcher un peu et on va se diriger vers la coupole. Eh bien, Monsieur Thierry, on se trouve à l'entrée du site de la Coupole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est ce tunnel que l'on découvre ici derrière nous? Alors, on est dans la galerie principale qui s'appelle IDA, hein, c'est le nom de code qui est donné par les Allemands ici, et c'est la galerie par laquelle les trains chargés des fusées V2 devaient pouvoir pénétrer. Il y avait une déviation de la voie ferrée l'île Arras qui est à proximité. Les trains devaient pouvoir pénétrer dans cette galerie qui traversait complètement le plateau de Cray. Il y avait un quai de déchargement qui était situé un petit peu plus loin pour évidemment protéger cette opération des attaques aériennes éventuelles des Alliés, et le train devait pouvoir repartir à nouveau vers l'Allemagne une fois le déchargement effectué. Donc là c'est l'entrée principale de la voie de chemin de fer et les trains quand même roulaient dans ce tunnel, c'est-à-dire que c'était accessible ici. Oui, il y avait la voie ferrée centrale, on a des images hein, alors pas prises du temps des Allemands évidemment, hein, parce qu'on est sur un site secret, mais de missions spécifiques scientifiques françaises, la mission Moureux hein, qui est venue dès septembre 1944, et puis beaucoup de civils aussi qui sont venus voir ce site qui était évidemment interdit jusque-là et prendre des photos. Donc on a des photos, des machines, on verra un petit peu plus loin un des groupes électrogènes qui a été utilisé aussi ici sur le site pour produire l'électricité, tous ces éléments qui rappellent l'histoire de cette construction. Eh bien, Monsieur Thierry, que trouve-t-on derrière nous? Alors c'est un groupe électrogène hein, qui est très imposant, qui a été utilisé sur le site en 1944 pour la production d'électricité, évidemment pour les machines, pour la construction du bunker. Et la particularité de ce groupe, et ce qui a d'ailleurs permis sa conservation, c'est qu'il a été réutilisé par la cristallerie d'Arc, hein, on est juste à côté de la ville d'Arc,
pour sa production industrielle de l'après-guerre. Et donc la machine a été donnée au musée au moment de son ouverture en 1997. D'accord. Il fallait combien de groupes électrogènes pour un site de cette ampleur-là? Alors, c'est assez difficile à dire, mais sur les photos, on voit au moins 2 groupes électrogènes. Alors, là, on est vraiment dans une phase de construction, hein, puisque le site n'a jamais été utilisé en tant que site de tir. Hein, les Allemands l'ont abandonné avant. Donc là, c'est vraiment du matériel utilisé pour la construction du site, pour les machines, les marteaux-piqueurs, tous les éléments électriques. Évidemment, la production d'électricité pour éclairer les galeries au moment des travaux, c'est évidemment important. Si on se retrouve un peu à la fin de la partie visitable, en tout cas du site, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette scène que l'on trouve derrière nous? Alors l'idée c'est de montrer que c'est un chantier encore en mouvement au moment où il est abandonné. Hein. On voit ces chariots qui servent à extraire la masse de craie qui doit être enlevée parce qu'on est sur une ancienne carrière de craie qui était exploitée depuis le 19e. Les Allemands ont déjà trouvé ici un site creusé souterrain, ce qui va évidemment faciliter la construction, mais le projet gigantesque qu'ils envisagent, hein, près de 2 km de galeries creusées, va nécessiter évidemment l'extraction d'une partie importante de la craie. Ce qu'on voit aussi sur cette image, on est toujours dans cette galerie Ida, la galerie principale, mais on voit qu'elle est obstruée par un éboulement. L'éboulement qui est certainement davantage la conséquence des ordres de Churchill lui-même en mai 1945, hein, au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est déjà dans le début de la guerre froide, et les Britanniques craignent éventuellement l'arrivée des troupes soviétiques jusqu'aux portes de la Manche, et donc va demander la destruction par le génie britannique d'une partie de ces sites, et donc ce sont ces dynamitages intérieurs qui vont causer ces éboulements et obstruer cette galerie principale à ce moment-là. Continuer, où les trains en fait aller jusqu'au bout pour pouvoir décharger les armements. Et qui ressortaient en fait complètement derrière le plateau pour pouvoir rejoindre la voie de chemin de fer classique. Ouais. Eh bien Monsieur Thierry, ici on se trouve au sein de la coupole, sous le dôme, hein, et derrière nous on a un modèle de V2. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette arme expérimentale allemande qui a servi pendant la guerre? Quelle était sa portée, sa puissance? Alors c'est le seul exemplaire de fusée V2 qui est présenté en France. Hein. C'est un qui a été fabriqué au camp de Dora par les déportés. Je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus loin, mais c'est important de le dire. Il fait partie de ces engins qui ont été emmenés par les Américains dès 1945 pour essayer de capter et de comprendre cette technologie, emmenés aux USA. Alors évidemment celui-là n'a pas été tiré dans le désert du Mexique et il a été prêté au musée, restauré ici par une entreprise locale dans le cadre d'un mécénat dans les années 90. Alors c'est certainement l'engin le plus complexe qui a été fabriqué et produit pendant la Seconde Guerre mondiale. La fusée V2 est à la base de tous les lanceurs de l'après-guerre. Hein. C'est ce qui va permettre évidemment toute l'histoire de la conquête spatiale et aujourd'hui encore il y a une filiation entre les procédés qui ont été mis au point ici dans les années 30 et tout ce que l'on utilise aujourd'hui pour envoyer les fusées Ariane, Soyouz et autres. Alors c'est un engin qui dépasse évidemment toutes les limites rencontrées à l'époque. Premier missile balistique, premier engin qui va sortir de l'espace terrestre, hein, qui donc va nécessiter un carburant spécial pour pouvoir fonctionner sans oxygène. Il faut emmener de l'oxygène liquide. Donc la fusée V2, elle fait 15 mètres de hauteur, elle fait 1,65 m de diamètre, on voit l'imposante, mais en fait, elle n'emmène qu'une charge que de moins d'une tonne d'explosifs et de l'explosif classique, j'ai envie de dire. On est évidemment et heureusement les nazis n'ont pas développé l'atome et n'étaient pas arrivés à cette échéance, ce qui fera la dissuasion nucléaire de l'après-guerre, à la fois le lanceur et la charge nucléaire. Mais malgré tout, c'est un engin qui, une fois qu'il a décollé, il atteint très vite la vitesse de 5000 km/h, un engin qui mettra moins de 3 minutes à atteindre Londres depuis les côtes des Pays-Bas, depuis le nord de l'Allemagne. Donc c'est évidemment un engin qui est inarrêtable à l'époque par les moyens mis à disposition par les Alliés une fois que la fusée a été tirée. Et les dégâts sont importants parce je crois qu'il y a même des quartiers qui pouvaient être détruits. Oui, l'impact est évidemment phénoménal. La fusée va à plus de 5000 km/h, donc elle dépasse évidemment le mur du son. Ça veut dire que vous ne l'entendez pas arriver et que c'est au moment de l'impact que se fait le choc. Oui, il y a évidemment des
des exemples dramatiques dans l'histoire de cette fusée, notamment le bombardement en mars 1945 du cinéma Rex à Anvers, en pleine projection d'un film pour enfants, et avec une seule fusée V2, le quartier est entièrement détruit. Il y a plus de 500 enfants, 500 habitants qui vont être tués par l'impact de cette fusée V2. Alors ce site a abrité au début un site expérimental. De ce qu'on comprend, il n'y en a aucune qui a été tirée depuis ce site. Quel était l'objectif un peu des Allemands, c'est-à-dire de les faire acheminer ici, de les faire partir sur l'Angleterre? Est-ce que le dôme servait à protéger de la construction ou alors elles étaient construites ailleurs? Oui, on est là vraiment sur un site de tir. Il y a deux axes différents, même trois je dirais. Vous avez le centre de recherche de Peenemünde sur la Baltique, où ont été mises au point ces fusées et où la production en série a commencé au printemps 1943, où déjà on va envoyer des déportés, hein, c'est important de le rappeler, ce sont des déportés. On va utiliser une main-d'œuvre concentrationnaire pour assembler ces fusées. Et puis le site de production va devoir évoluer du fait des événements militaires. Le site de Peenemünde est bombardé. Les nazis vont se replier sur un site souterrain à Dora, camp de concentration, où des milliers de déportés vont mourir pour assembler ces fusées. Et la coupole est un peu le troisième point de ces différents sites choisis pour lancer ces fusées sur l'Angleterre. Nous sommes à moins de 300 km de Londres. La fusée a une portée de moins de 300 km. Ça explique aussi le choix de ce site. Alors, en effet, le site n'a jamais été utilisé. Aucune fusée V2 n'est arrivée ici du fait de l'avancée des troupes alliées, mais aussi pour une raison aussi technique, c'est qu'au moment où Hitler, les nazis décident de construire des bunkers gigantesques comme celui-là, c'est un enjeu majeur puisqu'il faut plusieurs heures pour préparer au tir une fusée V2. Et évidemment, du fait de la perte de la maîtrise aérienne pour les Allemands depuis 1941, vous ne pouvez pas être à l'extérieur pour préparer pendant plusieurs heures cette fusée au risque d'être attaqué. Donc il faut pouvoir les protéger à l'abri. Et ce dôme gigantesque de 70 mètres de diamètre, 55 000 tonnes de béton armé est là pour protéger une salle de préparation au tir, on y repassera tout à l'heure, dans lequel la fusée devait être redressée, dans lequel les deux carburants, l'oxygène liquide et l'éthanol, devaient être évidemment injectés. C'est ce qui représente plus des 10 tonnes, des 15 tonnes que pèse la fusée. Et puis évidemment le propulseur, hein, ce propulseur qui va permettre qui a une puissance de 25 000 tonnes de poussée, hein, ce qui est évidemment gigantesque pour l'époque, qui va permettre de soulever cet engin de la force terrestre et qui pèse près de 15 tonnes. Est-ce que ces missiles V2 étaient téléguidés? Comment on arrivait à projeter vraiment la cible? Alors non, c'est un système évidemment il y a un système de guidage, hein, parce qu'il s'agit quand même d'envoyer ça. Là, l'objectif vraiment des nazis et d'Hitler, on est dans le cadre d'une politique de représailles en particulier contre l'Angleterre. Il faut essayer d'infliger à l'Angleterre ce que les bombardiers britanniques et les bombardiers américains infligent sur les villes allemandes depuis 1942. Donc l'idée, c'est de terroriser la population, de Londres en particulier, puis aussi d'Anvers par la suite, et de bombarder massivement cette arme. Mais la précision de ces armes est quand même assez aléatoire, hein, plusieurs dizaines de kilomètres, donc on ne peut pas viser des objectifs vraiment très très précis. Un théâtre d'opération militaire, ça serait beaucoup trop risqué, et puis ça ne répond pas aux objectifs d'Hitler non plus, hein, c'est vraiment ça. Alors la fusée V2, elle est dotée d'un système de guidage, d'un gyroscope qui est ultra moderne, hein, qui fonctionne avec un calculateur de vol électronique qui a été déjà développé dans les années 30 et qui va permettre de jouer sur des ailerons qui sont installés à l'arrière de la fusée par un système de commande électronique pour évidemment guider cette fusée pendant la phase de propulsion dans l'air, parce qu'évidemment une fois qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus de système de guidage. Une fois qu'elle est sortie de l'espace terrestre, en fait, elle décrit une courbe parabolique, et c'est la force, son poids et la force du moteur qui va la guider jusqu'à son point d'impact à près de 300 km. C'est vrai que les ailerons ont l'importance, parce qu'on a vu à Peenemünde, il y a eu des essais ratés où on voit des ailerons qui sont cassés et puis la fusée qui finalement tombe ou explose sur le point d'impact. Au moment du décollage, à tel point qu'on a rajouté des déflecteurs en graphite qui sont installés au dernier moment parce que ce sont des éléments assez fragiles et qui sont là justement pour guider la propulsion de gaz qui émerge évidemment du moteur, hein, cette poussée de 25 tonnes pour guider cette fusée au moment du décollage en particulier.
Alors Monsieur Thierry, ici on se trouve au-dessus du dôme, donc on a sur notre gauche le dôme en tant que tel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce qui s'est passé un peu au niveau aérien? Est-ce qu'il y a eu des bombardements? Est-ce que la zone a été un peu détruite? Oui, alors le site est repéré assez tard et attaqué assez tard par les Britanniques, parce que la construction en tant que telle commence en septembre 1943 et c'est seulement en mars 1944 que le site va être attaqué pour la première fois. Il y aura toute une série d'opérations entre mars et la mi-juillet 1944. Et au total, on estime que ce sont près de 3000 tonnes de bombes qui vont être lâchées sur le site. Et en particulier, 2 opérations spéciales au cours desquelles, avec un squadron, une unité spéciale de la RAF, le squadron 662, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, qui va venir larguer à 2 reprises 16 bombes Tallboy, ces bombes d'une nouvelle génération. Il y a une seule bombe par avion qui pèse 5 tonnes, qui sont larguées à plus de 8000 mètres d'altitude et qui ont un effet évidemment dévastateur qui pénètre à près d'une dizaine de mètres en profondeur et qui évidemment a un effet de tremblement de terre sur la construction. Alors, on le constate, ces bombardements n'ont pas détruit le dôme du fait de sa forme, du fait de sa résistance, mais par contre ils ont un effet évidemment retardateur sur le chantier. Ils vont empêcher les Allemands d'avancer de manière régulière et de correspondre au programme qui était établi. Juste pour vous donner un exemple, rien qu'au mois de mai 1944, il y a près de 250 alertes aériennes pendant tout le mois. Donc évidemment, à chaque fois, ce sont les voies ferrées qui sont touchées. Il y a des centrales à béton qui sont installées au bord de la voie ferrée, évidemment, pour produire cette masse de béton qui, à chaque fois, sont détruites. Donc ça va évidemment, les ouvriers qui travaillent ici sont obligés de se réfugier à l'intérieur des galeries, de se protéger. Donc ça ralentit considérablement l'approvisionnement en matières premières, en outils, en personnel, et évidemment ça va ralentir le chantier. Alors j'imagine ici que le sol était lunaire, on a vu sur quelques images au sein du musée que voilà, tous les alentours étaient bombardés. Est-ce qu'aux alentours il y a des sites qui ont été un peu endommagés, qui ont vraiment totalement retardé les travaux du site? Parce que c'est vrai que le dôme abritait déjà une grosse partie de la base allemande. Est-ce que le fait de bombarder aussi les alentours a eu une incidence sur... Ça a eu des conséquences en particulier pour les populations civiles, parce que évidemment les bombardements de l'époque sont pas précis, et les villes alentours, donc on estime à une cinquantaine de civils le nombre de tués du fait de ces bombardements sur le site lui-même, mais qui évidemment se répartissent. Là où on a très peu d'informations, c'est sur les conséquences sur les travailleurs, en particulier les travailleurs forcés. On sait qu'un camp est établi dans les bois, juste les bois d'Elfaux, juste ici, les travailleurs forcés. Alors il y a un peu toutes sortes de travailleurs, des prisonniers soviétiques notamment, des Russes, des Ukrainiens qui sont là, qui sont envoyés de force ici, puis aussi des travailleurs français qui viennent travailler, pas mal de gens qui viennent travailler ici. Et là on a peu d'informations. On a eu des éléments là, il n'y avait pas très longtemps, sur 2 Italiens qui ont été tués justement au cours d'un de ces bombardements, qui ont été tués dans ces bois. Donc voilà, ça fait partie des conséquences. Et puis ces bombardements ont aussi l'objectif de frapper les nombreux sites antiaériens, ces canons de la flak qui sont installés. Est-ce qu'il y en avait sur le dôme? Alors il n'y a pas une concentration phénoménale, il y en a je pense que c'est ils sont davantage au niveau de la côte au moment où les avions arrivent, pour essayer de les frapper à ce moment-là. Je pense que c'est aussi pour une question de sécurité, pour ne pas montrer aussi qu'il y a une importante concentration de flak, pour pas que ça devienne une cible, même si évidemment pour les Britanniques l'enjeu qui permet à la RAF de constater qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui est plutôt inquiétant pour eux, c'est les déviations de voies ferrées. Le fait de voir une voie ferrée qui rentre dans un espace souterrain, les Britanniques savent que c'est suspect, et ça renvoie à d'autres sites. Donc c'est ce qui déclenche souvent le bombardement de ce genre de site. Alors, est-ce que le dôme était protégé d'un filet de camouflage? Parce que c'est vrai qu'il est visible depuis le ciel. Est-ce qu'ils avaient dissuadé un peu le lieu ou pas? Oui, on voit sur les images, il y a une peinture qui est appliquée comme souvent sur les blocos de camouflage, il y a des filets et tout ça, mais il y a évidemment dans le cadre des renseignements qui peuvent être perçus par les Britanniques sur ces sites, il y a évidemment l'activité très importante du repérage, de la photographie aérienne. On a des milliers de photos de l'ensemble de la région où les Britanniques viennent photographier à des temps différents pour voir les effets des bombardements, évidemment l'avancement de ces constructions. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est les informations qui vont jusqu'à ces services de renseignement par les rapports de
la résistance, des gens qui donnent des informations. Donc ça permet évidemment, malgré le camouflage, aux Britanniques de pouvoir repérer ces sites et pouvoir les attaquer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'épaisseur de ce dôme qui est derrière nous? Alors le dôme fait 5 mètres d'épaisseur de béton armé, ça veut dire qu'il est ferraillé de manière très très importante. Il pèse 55 000 tonnes au total et il mesure 70 mètres de diamètre, donc c'est vraiment un espace gigantesque. Ouais. Eh bien, Monsieur Thierry, ici on se trouve aussi toujours sur le dôme, mais on va parler du pas de tir, puisque les fusées V2 n'étaient pas prévues d'être tirées depuis le dôme forcément, mais de l'extérieur du dôme. Comme ça permettait de les faire sortir assez rapidement, discrètement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir derrière nous en contrebas de ce dôme? Alors on voit les traces d'abord de ces corbeaux qui étaient là pour stabiliser le dôme sur le plateau de craie. Et puis on imagine en dessous deux gigantesques portes de 17 mètres de hauteur, de 3 mètres d'épaisseur, qui s'ouvraient sur une voie ferrée qui permettait d'acheminer sur 2 pas de tir différents qui sont situés vraiment à l'aplomb, au niveau du sol. Quand on est en bas, quand on rentre dans la galerie Ida, les fusées de V2 étaient donc acheminées à la verticale, à l'extérieur, sur ce pas de tir, et elles devaient être tirées depuis ces pas de tir. Et l'objectif pour les nazis était de tirer 50 fusées V2 par jour depuis ces 2 pas de tir en direction de l'Angleterre. On est ici à moins de 300 km de long. Alors Monsieur Thierry, qu'est-ce qu'on trouve ici comme chariot? Alors c'est un chariot spécial qui a été fabriqué par les Allemands pour pouvoir déplacer les fusées V2. Alors c'est un exemplaire qui n'était pas à la coupole, mais qui vient d'un centre de stockage pour fusées V2 qui avait déjà été installé en Normandie. Il y a des rampes légères qui avaient déjà été préparées, bétonnées pour pouvoir tirer ces fusées V2. Et à quelques kilomètres de Bayeux, dans les bois de Baugy, les Allemands avaient installé un site léger de stockage de fusées V2 avec des alvéoles pour pouvoir enterrer ces fusées, et tout un système de voies ferrées comme on le voit ici, avec des locomotives type de Decauville comme on trouve dans les mines, des petites locomotives diesel, et à l'aide de 2 chariots comme celui-ci, la fusée V2 pouvait être déplacée à l'horizontale. Et c'est le système qui aurait dû être installé ici à la coupole dans les galeries qu'on a traversées tout à l'heure, pour évidemment pouvoir ramener à l'horizontale sur ces chariots ces fusées V2 stockées dans des galeries spécifiques, et pouvoir les ramener dans la salle de préparation au tir, là où elles seraient redressées et préparées avant leur tir. Et bien ici on se retrouve un peu avec la conquête de l'espace, avec les origines que sont les V2. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette évolution scientifique qui a démarré sûrement avec l'époque allemande et qui s'est poursuivie après aux États-Unis? Ouais, l'idée c'était de montrer, de démontrer surtout qu'il y avait une véritable filiation entre cette fusée V2, qui est le premier engin, premier missile qui va atteindre l'espace, et que on est à l'origine de toute l'histoire de la conquête spatiale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au projet européen, au travers de ces fusées américaines, soviétiques, et puis ici la fusée Saturne V qui va emmener les premiers Américains sur la Lune en juillet 69, et puis le lien aussi avec les projets européens, avec Ariane. Mais ce qui est important pour nous ici à la coupole, c'est de toujours montrer que derrière cette histoire, évidemment, une avancée gigantesque pour l'humanité qui nous permet aujourd'hui de communiquer, d'utiliser nos smartphones, d'avoir Internet, mais qu'il y a aussi un passé sombre et la responsabilité de ces scientifiques, de ces ingénieurs qui ont mis au point ces fusées au prix de la mort de milliers d'hommes qui ont été obligés de travailler dans des camps pour assembler ces fusées, et c'est évidemment important de le rappeler. C'est vrai que tous ces déportés dont on touchera un mot tout à l'heure parce qu'ils ont toute leur importance dans ce travail de mémoire, mais c'est vrai qu'en 1945 tous ces dignitaires nazis de chercheurs scientifiques ont été pris entre guillemets par le gouvernement américain pour leur recherche scientifique et pour faire face aussi au bloc communiste qui prenait son ampleur. Qui est ce Wernher von Braun dont tout le monde parle en fait? Alors il faut le dire, c'est un brillant scientifique, ingénieur, qui très tôt, et même s'il est issu d'une famille aristocratique, de militaires, d'hommes politiques, va avoir une véritable passion pour l'histoire de ces fusées, et qui va avoir un rêve, c'est de pouvoir emmener pour la première fois un homme dans l'espace. Mais Wernher von Braun, c'est aussi un opportuniste, et c'est un scientifique qui ne va pas hésiter à signer un pacte avec le diable, en l'occurrence
l'occurrence Hitler. Hitler qui lui donnera des moyens considérables pour essayer de mener son rêve à terme, rêve qu'il mènera au prix des milliers de déportés, des 20 000 morts du camp de Dora, et puis évidemment des victimes civiles de Londres et d'Anvers. Et puis un homme opportuniste encore, qui au moment où évidemment le régime nazi ne pourra plus lui permettre d'accéder à ses rêves, va littéralement se vendre aux puissances alliées, aux Américains, qui non seulement effaceront son passé de criminel, de criminel nazi, et vont le porter en héros de l'humanité, puisqu'il sera chargé du programme Apollo qui emmènera les premiers Américains sur la Lune. Et évidemment, pour les familles de ces déportés, pour les survivants, ça a été un choc de voir cet homme, dans les années 60, commencer à revenir dans les médias. Il a travaillé pour Walt Disney pour expliquer aux enfants ce qu'était l'intérêt de l'espace. On ne va pas hésiter à le décorer à Paris en 67, et en plus on organise une cérémonie à l'hôtel Lutetia, là le lieu de rapatriement des déportés. Enfin, ça montre aussi toute cette méconnaissance autour du parcours de cet homme, alors que les déportés eux-mêmes l'ont vu à Dora, ils connaissent sa responsabilité. C'est pour ça qu'il va y avoir d'abord le fait que ce camp de Dora va être oublié de la mémoire collective, parce qu'il y a une volonté évidemment politique américaine d'effacer le lien entre cette responsabilité de ces scientifiques et ce camp. Donc on va pas hésiter à cacher et à interdire l'accès aux archives de ce camp dès 1947 aux États-Unis. Et oui, et Von Braun est encore, alors un petit peu moins aujourd'hui, mais encore aux États-Unis, un personnage important dans l'histoire américaine, et il y a du travail pour montrer aussi tout le parcours sombre de ce personnage. Alors, qui est Monsieur André Sellier? Alors, André Sellier, c'est une des figures importantes de l'histoire de la coupole, mais bien au-delà. Alors, André Sellier, c'est à la fois un témoin de cette histoire du camp de Dora. C'est un ancien résistant qui a été déporté au camp de Dora, qui a eu la chance de survivre. Mais surtout, André Sellier, c'était un historien, c'était un professeur d'histoire. Il avait eu le CAPES d'histoire en 1942, brillamment. Et donc, du fait de cette compétence, il a eu ensuite une brillante carrière dans la diplomatie, en particulier à Londres, à l'étranger. Et au moment où André Sellier est arrivé à la retraite, alors qu'il n'y avait pas eu de recherche universitaire, de véritables ouvrages scientifiques qui expliquaient l'histoire de ce camp très largement oublié de la mémoire collective, l'Amicale des Anciens a demandé à André, qui avait ses compétences, d'écrire enfin une histoire dans un livre. Donc en 97 sort aux éditions La Découverte son livre, L'histoire du camp de Dora, qui fait une histoire très très précise, très contextualisée de ce camp si particulier, avec toutes ses dimensions, évidemment l'histoire du nazisme, mais aussi ce lien avec l'histoire américaine. Mais cet ouvrage en 98, c'est aussi un constat, c'est le constat que si on connaît mieux l'histoire de ce camp par cet ouvrage, on est toujours incapable de dire combien de déportés français de France ont été envoyés dans ce camp, combien ils sont morts, pourquoi avaient-ils été arrêtés, de quelle région étaient originaires, combien étaient résistants. Et c'est ce constat qui va lancer l'idée, un peu folle à l'époque, parce que ça va être très compliqué, mais de réaliser un dictionnaire biographique dans lequel on pourrait non seulement identifier ces personnes, aujourd'hui estimées à près de 9000, mais surtout écrire leur histoire la plus complète, d'abord pour leur redonner, leur réincarner, leur redonner une histoire. Beaucoup sont disparus, plus de la moitié, et puis aussi pour mieux comprendre évidemment l'histoire de ce camp, de son fonctionnement et de ses mouvements. Alors évidemment, André Sellier nous a malheureusement quittés en 2016, et c'était important, évidemment c'était légitime que cet espace où nous entrons, qui est dédié à ce camp de Dora, porte le nom et la mémoire d'André Sellier. Donc là, c'est une partie où vous avez une mise en perspective, les dessins de Léon Delarbre, qui sont des dessins réalisés à Dora. Alors, ils sont tout petits. Oui, Delarbre, c'était un résistant, et c'était un artiste, et c'était le directeur de la Maison des Beaux-Arts de Belfort. Il est déporté pour résistance d'abord à Auschwitz, et puis il arrive à Dora. Et évidemment, dessinateur, il va dessiner il réussit à conserver ses dessins. Ces dessins sont conservés au musée de la Résistance de Besançon, et ça permettait évidemment de montrer ce que ces photos ne montrent pas, évidemment. Alors, ce sont des documents exceptionnels qui ont été récupérés à la fin des années 90 par le fils de Walter Frenz, qui est ici, qui était un des photographes d'Hitler. C'est celui qui a travaillé avec Leni Rosenthal en 1936 aux Jeux Olympiques. C'est lui qui accompagne Hitler en 1940 à Paris. Les photos à Paris célèbrent Hitler. Il fait partie des deux photographes qui sont là avec Hoffmann. Et un peu comme l'album d'Auschwitz qui est fait en 1944 au moment de l'arrivée des juifs hongrois, où l'objectif c'est de montrer aux dignitaires nazis que le processus d'extermination fonctionne, que ça se passe comme ça, et que voilà. C'est un peu le même objectif. C'est évidemment pas des images de propagande qu'il s'agit de montrer à la population, aux Allemands, parce que c'est un site secret évidemment, mais c'est de montrer à Hitler et à Himmler que l'usine fonctionne,
on commence à produire les fusées, et aussi que ce ne sont pas des ouvriers allemands qui, eux, évidemment, doivent partir au front parce que c'est important, que ce sont bien des déportés, on voit les déportés en tenue rayée, qui travaillent sur ces fusées et qui produisent sur ces fusées. Et qui ne sont pas spécialistes non plus de cette technologie, donc ça ne doit pas être évident non plus de les faire travailler par exemple sur des parties un peu plus techniques. Non, parce qu'on va avoir dans cette usine évidemment des commandos de montage des gyroscopes, des commandos de contrôle du fonctionnement, et en effet on va voir des gens... On parlait d'André Sellier, c'est l'exemple le plus... Il a toujours raconté, André, que lui était prof d'histoire, il n'était absolument pas manuel, mais il s'est retrouvé... Alors au début, comme tout le monde dans ces tunnels, il a commencé à casser du caillou, à déblayer. Une fois que l'usine a commencé à fonctionner, il a pu se faire reconnaître comme spécialiste, dans le sens des Allemands, et il s'est retrouvé pendant un an à faire du réglage et du contrôle sur les gyroscopes de la fusée V2, alors que lui n'était pas du tout technicien. Je pense que c'est... Alors, on voit qu'il y a un espèce de turnover, de renouvellement quand évidemment les gens ne sont pas compétents à l'intérieur de cette usine, mais en fait c'est un travail tellement systématique, répétitif que je pense qu'une fois que les gens étaient formés assez rapidement, ils ont pu rester à ces postes dans l'usine. Alors évidemment ces photos, ce qu'elles ne montrent pas, c'est l'horreur qui continue à persister, la violence, on ne voit jamais ASS, on ne voit jamais de coups. Évidemment les archives sont là pour montrer que pendant cette même période, on continue à mourir de violence, des coups, d'exécution, parce que les conditions continuent à être effroyables. Alors c'est vrai que si on se tourne vers les images des déportés un peu plus loin, on y voit un peu l'envers du décor, on y voit c'est-à-dire le travail un peu à la chaîne, on sent que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément en bonne santé aussi, ils sont fatigués, il y a beaucoup de travail. Oui. Que pouvons-nous dire sur ce travail un peu caché de la population de manière générale? Et est-ce que ces gens-là étaient voués à une mort certaine aussi après ces travaux-là? Alors, il y a sur les conditions de travail, on peut prendre un exemple sur cette photo particulière. On voit deux hommes qui travaillent c'est le commando Bühnemann, c'est un commando. Les commandos portent souvent les noms des ingénieurs allemands qui sont affectés à Dora, qui sont des civils ingénieurs qui encadrent ces travailleurs. Certains sont des véritables saloperies, il n'y a pas d'autre mot. D'autres, ça se passe un peu mieux. Là, on a le cas de Jean Maupoint. Maupoint, c'était un résistant, un chansonnier de Clermont-Ferrand, et sur cette photo, on voit qu'il fait un travail, on a l'air plutôt bien, mais Jean Maupoint, il a 35 ans ici, on ne voit pas bien, mais Jean Maupoint, du fait des conditions et de ce travail, il va mourir dès le retour. Il va être rapatrié en juin 1945 à Clermont-Ferrand, il va décéder en août du fait de son état de santé. Donc on voit que c'était vraiment les conditions difficiles. Sur les objectifs des nazis sur les déportés du camp de Dora, on n'a pas de preuves formelles d'ordre qui intendraient à la vie de ces déportés pour évidemment cacher le secret. Des témoignages parlent de la volonté d'empoisonner une partie de ces déportés au moment de l'arrivée à Bergen-Belsen, une partie de ceux qui ont été évacués à la fin de son camp, parce que la particularité de Dora, c'est qu'au moment où les Américains arrivent en avril 1945, les 40 000 déportés qui étaient à l'intérieur de ce camp sont partis dans les marges de la mort, les SS les ont emmenés dans ces wagons, et en fait ils vont se retrouver éparpillés aux quatre coins du Reich, dans les différents camps, et beaucoup, pour les libérer, vont être libérés dans d'autres lieux que Dora. Et on a quand même, notamment grâce aux recherches qu'on a pu mener ici à la Coupole sur les 9000 déportés de Dora de France, on a quand même trouvé un exemple d'un petit groupe de détenus qui est envoyé au camp de Mauthausen en avril 1945. Et là, on va utiliser, alors on n'a pas les raisons, mais c'est quand même assez surprenant, on va utiliser la chambre à gaz de Mauthausen pour exterminer ces gens au mois d'avril 1945. Donc on peut quand même penser qu'il y avait une volonté de faire disparaître certaines personnes qui avaient peut-être connaissance de secrets techniques et de connaissances techniques sur cette fusée. Alors si on se rapproche du fameux livre, ce magnifique ouvrage, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur quel était l'objectif de créer cet ouvrage? Alors d'abord, c'est un engagement. Et le terme engagement, il a du sens, ça peut être pour des valeurs. C'est un engagement qui est pris ici à la Coupole en 1998, à un moment où sont réunis ici les familles des déportés de Dora, les représentants de l'amicale Dora-Ehrlich, une partie des anciens déportés qui sont encore nombreux, notamment André Sellier. Et donc je vous parlais de ce livre d'André Sellier et de ce constat qu'on ne connaît pas véritablement, non seulement le nombre, mais l'identité, le parcours de ces hommes qui sont souvent engagés, eux aussi, pour la liberté, et qui sont passés par ce camp, morts dans ce camp,
si particulier. Donc à l'occasion d'une assemblée générale de cette amicale est lancée par André Sellier et par l'historien de la Coupole de l'époque, Yves Le Maner, un petit peu comme un objectif, un défi, l'idée de réaliser un dictionnaire biographique, un ouvrage papier, dans lequel on réunirait déjà ces 9000 personnes, enfin on les estime à l'époque à 9000 personnes, et on écrirait leur histoire la plus complète. Alors ça va être un chantier pharaonique, j'ai envie de dire, qui nécessitera près de 20 ans de recherche, de collecte, la mobilisation de près de 70 bénévoles, des historiens, des professeurs, certains en retraite mais certains en activité, et surtout un travail de collecte, de découverte dans les archives, parce que c'est vraiment un travail d'histoire réalisé à partir des archives du camp, à partir des archives de ces déportés, d'archives personnelles, pour essayer de décrire l'histoire la plus précise, la plus véridique de ces 9000 personnes passées par le camp. C'est un objectif mémoriel parce que c'est aussi une démarche envers les familles, les descendants. Beaucoup de ces hommes ont disparu. Il n'y avait pas de corps, évidemment, pour les familles, pas de sépulture, puisque les corps étaient passés au crématoire. Et il n'y avait pas jusque-là de monuments, ni en France, ni en Allemagne, monument de pierre ou monument de bronze sur lequel le nom de ces hommes serait répertorié. Donc cet ouvrage, il a caractère de monument de papier, en fait, aujourd'hui. Donc que trouvons-nous ici dans cette galerie? Alors là, on est vraiment à l'aplomb en dessous du dôme. On est à 40 mètres en dessous de la partie où on se trouvait tout de suite, et on est au cœur de cet édifice, c'est-à-dire la salle de préparation des fusées V2, là où les fusées devaient être préparées pour pouvoir procéder au tir à l'extérieur depuis le pas de tir qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc on voit cet espace qui mesure plus de 20 mètres de hauteur, hein, qui devait permettre de redresser à la verticale la fusée V2, toujours sur un chariot ferroviaire qui la permet de faire évoluer, et donc ces différents étages, ces différents paliers sur lesquels sont installées les équipes de préparation de la fusée pour évidemment remplir les réservoirs, les 2 réservoirs de carburant, installer les déflecteurs en graphite qui sont installés à la fin, régler le gyroscope pour le tir et installer évidemment pour des raisons de sécurité en dernier lieu la charge explosive, et on a un système de montage et de préparation qui avance dans cet espace. Eh bien, Monsieur Thierry, merci beaucoup pour cette visite très riche. On a vu plein les yeux, votre explication était très claire et je pense que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ont apprécié ce voyage dans le temps, on va dire. Et je les inviterai bien entendu à découvrir ce lieu magnifique qui se situe dans le Nord-Pas-de-Calais. Comme je le fais pour chaque interview, j'aime bien que les intervenants puissent nous délivrer une bouteille à la mer pour les jeunes générations qui vont nous écouter à travers cette vidéo. Quel message vous souhaitez porter aux futures générations, même aux générations actuelles, qui voient également que l'histoire peut se répéter? Alors d'abord, merci à vous pour votre intérêt pour le site. Je pense que c'est un voyage dans l'histoire, mais c'est aussi un voyage dans l'espace ici à la Coupole, c'est assez important. C'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier depuis quelques semaines, c'est assez troublant, déstabilisant de parler de ces questions d'histoire, de mémoire, d'un passé que nous espérions justement formateur et pour empêcher évidemment que ces choses se reproduisent. On est un peu désemparés, mais notre mission elle est évidemment très active, en particulier envers les jeunes et les nouvelles générations. On reçoit énormément de collégiens, de lycéens ici, on forme des professeurs, c'est important. Je pense qu'on a un rôle majeur pour les citoyens dans la société, et notamment au travers des archives que nous conservons ici, qui sont des preuves. On est aussi on parlait de la guerre en Ukraine, mais on est aussi dans un contexte d'élection, et je crois que le travail de ces sites qui conservent des documents, des archives, on est là aussi pour apporter des preuves, des éléments qui permettent à ces futurs citoyens, à ces jeunes de se forger leur propre opinion, de connaître évidemment ce passé qui doit leur permettre de mieux appréhender l'avenir et de surtout pouvoir faire leur choix. Je crois que la notion de choix, on a parlé de Wernher von Braun, quels sont les choix qu'en tant qu'individu, qu'en tant que citoyen on peut faire dans une société. Certains ont fait des choix plus critiquables, d'autres ont pris des choix d'engagement qui sont évidemment ceux que nous essayons de valoriser ici, et je pense que voilà, notre mission elle est au cœur de cet enjeu de société, c'est d'apporter des éléments pour contredire des fausses vérités qui sont propagées aujourd'hui, notamment en histoire. On a beaucoup parlé de la question de la responsabilité du gouvernement de Vichy. Pas plus tard qu'avant-hier, on a vu passer des choses sur une remise en cause de la déportation d'homosexuels de France. Nous avons des documents, des travaux ici que nous avons utilisés, qui permettent de remettre les choses dans leur contexte, d'expliquer les choses et de contredire ces contre-vérités. Et je pense que notre mission, elle est ici fondamentale.
Merci beaucoup, merci encore à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Je remercie la Coupole de nous avoir accueillis et puis visiter ce lieu magnifique que je vous recommande vivement pour voyager à travers le temps, l'espace et l'histoire. Vous retrouverez sous la vidéo donc les liens pour découvrir le site de la Coupole. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des interrogations par rapport à ce lieu que nous venons de visiter. Si vous souhaitez en savoir plus, pensez à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube. Et je remercie à nouveau Monsieur Thierry pour sa présence, pour le temps qu'il a passé à mes côtés pour découvrir ce lieu riche en histoire et qui mérite amplement d'être visité. À très bientôt tout le monde et merci encore Monsieur Thierry. Au revoir.